On lance? On y va? Bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Et je vois qu'il y a des personnes qui sont debout. Donc, merci pour ce surbooking quelque part. Alors, c'est un sujet qui est en deuxième journée. Donc, l'archivage électronique, record management des tiers de confiance, c'est des vrais sujets. Vrai sujet, et aujourd'hui, moi j'entends de toutes parts des questions et quand même une certaine confusion. On archive quand? On archive pourquoi? Est-ce que archiver c'est purger? Est-ce que archiver c'est conserver? Est-ce qu'on doit accéder de manière immédiate à toute information archivée? Oui, non. C'est vraiment des vraies questions. Est-ce que j'archive une signature électronique? Un document électronique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement un document numérisé ou un document nativement signé? Il y a des vraies questions et je pense que, de toute façon, j'espère que les interventions pourront éclairer un certain nombre de points. Alors, déjà, deux personnes qui sont ici présents. Nous avons une grande chance, tous ensemble, d'avoir deux personnes qui ont reçu un award hier soir, comme la plus grande personnalité ECM de 2014, qui sont Françoise Banaberger, ici présente, et Michel Thomas. Donc voilà, donc ça fait 50%. Et puis ça, c'est les années prochaines. Vous aurez les deux autres personnes, évidemment. Voilà. Bon, on peut les applaudir un tout petit peu, s'il vous plaît. Alors, au niveau du programme, il y aura des parties quand même très pédagogiques parce que c'est quand même des sujets effectivement à éclairer. Élaboration d'un SAE, système d'archivage électronique, les besoins de confiance, les besoins de sécurisation dans le temps des données archivées. Ça, c'est le cœur du sujet. Autre sujet, c'est où et comment archiver ces documents. La grande question du cloud, qui est le miracle d'aujourd'hui, est-ce que éléments par rapport à l'archivage, est-ce qu'on peut faire du cloud? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans quelles conditions? Donc ça fera partie aussi des questions. Dans quel cas mettre en œuvre une signature électronique et le coffre-fort électronique? Différence entre un système d'archivage et un coffre-fort électronique. Je pense que ça vaut le coup d'avoir une petite incise sur la question parce que ce n'est pas non plus extrêmement simple. L'apport du record management dans et pour le système d'archivage, ça c'est aussi un point d'interrogation. Et puis les premières certifications de système d'archivage électronique, là aussi il y aura des éléments à apporter à ce niveau-là. Alors, pour répondre à ces différentes questions, eh bien, donc, deux awards, mais d'abord, oui, je le répète parce qu'on est vraiment extrêmement fiers. Donc, Françoise Banaberger, qui représente et qui travaille au service interministériel des archives de France en tant que sous-directrice à la politique interministérielle et territoriale pour les archives traditionnelles et numériques. Donc je lis mon papier parce que il faut prendre le souffle. Voilà, je boirai un petit peu d'eau après. Donc elle prend la responsabilité du service d'archives du ministère de la Justice en 1995. Donc c'est une personne qui est très opérationnelle en termes d'archivage et les débuts de l'archivage électronique. Ensuite, elle intègre la direction des archives de France en tant que responsable du département de l'innovation technologique et de la normalisation, avant d'être nommée en 2010 sous-directrice de la politique interministérielle et territoriale des archives traditionnelles et numériques. Ça nous concerne aujourd'hui, au service interministériel des archives de France. Elle est également professeure associée à l'École des Chartes. Michel Thomas, donc dans l'ordre. Michel Thomas est expert dans les domaines de la numérisation, du stockage et de l'archivage des documents. Il est ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications et consultant indépendant pendant plus de 20 ans. Auprès de l'INA, auprès de la Bibliothèque nationale de France, auprès des archives de France. Il est très engagé sur la normalisation, notamment la CN 171, qui a produit la fameuse norme 42013, et à ce titre, expert officiel français auprès de l'ISO, des TC 171, SC2.
Il a participé à la rédaction notamment de la norme 42013, sur laquelle on reviendra. Alain Borghesi, donc, il est d'abord vice-président de la Fédération des tiers de confiance. Il est PDG de Security.com, donc il a cette double casquette qui va nous permettre vraiment d'éclaircir beaucoup de choses. Il est chargé au sein de la fédération de la mission du groupe Archivage et coffre-fort numérique. Et depuis 2001, ce groupe participe activement à mettre en place des bonnes pratiques comme interopérabilité, réversibilité, mise en place des référentiels de tiers archiveurs, de coffre-fort numérique, électronique et guide d'archivage électronique et du coffre-fort électronique. Il participe également aux travaux de l'AFNOR CN 171 et aussi à AFNOR Certification. Arnaud Jules, il est directeur de la gestion et conservation de l'information à Orange depuis octobre 2010. Il est diplômé de l'INTD au Conservatoire national des arts et métiers. Et il est professionnel du secteur depuis 1996 en menant des activités et des projets dans le domaine de la gestion documentaire et en particulier en termes de record management et d'archivage. Il est membre de la commission CN11 de l'AFNOR qui est dédiée en fait à la normalisation du cycle de vie documentaire qui intègre record management et archivage électronique et physique aussi évidemment. Et donc il participe encore puisque la révision est toujours à l'ordre du jour de la norme 15489 sur le record management. Il enseigne en particulier dans le master professionnel chef de projet en ingénierie documentaire à l'INTD, aussi dans le cadre des universités de Rouen et de Poitiers. Merci beaucoup d'être là. Et donc, rapidement et immédiatement, sans transition, Françoise. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Pierre. Alors, quelques mots rapides sur le contexte plus institutionnel, service de l'État. Donc, en fait, l'archivage numérique pour les services de l'État, c'est une préoccupation déjà assez ancienne, puisque déjà dans le rapport assez fondateur du sénateur Carcenac en 2001 sur ce qu'on appelait à l'époque les NTIC, il était bien dit que dès lors qu'on commençait à parler dématérialisation et administration, on n'entend pas. Hein. Dès lors qu'on parlait, d'accord. Dès lors qu'on parlait administration électronique et dématérialisation, en fait, il fallait aussi songer à l'archivage numérique. Et dans le plan, le programme ADEL, qui ensuite a suivi sous les auspices de ce qu'on appelait à l'époque l'Agence pour le développement de l'administration électronique, il y avait une action qui était déjà pointée sur l'archivage numérique, avec du coup des travaux, une collaboration et un partenariat qui ne s'est jamais démenti depuis les années 2004 avec les services en charge de la modernisation de l'État et donc les archives de France. Donc à l'époque, c'était la Direction générale de la modernisation de l'État et aujourd'hui les services du secrétariat général SGMAP à la modernisation de l'action publique. Et donc dans ce cadre-là, plusieurs actions ont été menées, notamment autour de l'élaboration de référentiels qui étaient fondamentaux pour fonder, pour atteindre les objectifs d'interopérabilité notamment et de réversibilité dont il sera pas mal question, et notamment l'élaboration d'un standard d'échange pour l'archivage qui s'appelle CEDA et qui très récemment a fait l'objet d'une normalisation qui, donc sous le nom de MEDONA, à l'AFNOR, avec une visée aujourd'hui internationale, l'idée étant de pouvoir avoir un standard qui s'adresse aussi bien au secteur public mais aussi au secteur privé, autant que les acteurs le souhaiteraient, par exemple dans le domaine des banques, des assurances, etc. Donc ce référentiel, autre référentiel, l'élaboration de ce qu'on appelait à l'imitation des politiques de signature électronique et de certification d'une politique d'archivage avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et en 2012, l'élaboration avec la DISIC, la nouvelle direction interministérielle des systèmes d'information de l'État, de guides de bonne pratique
public sur l'archivage numérique, tout ça se trouvant dans un onglet lié au référentiel général d'interopérabilité sur le site des documents de référence de la transition numérique de l'État. Par ailleurs, un travail d'accompagnement de textes législatifs et réglementaires d'importance, dont notamment ceux qui fondent les actes authentiques électroniques dans le contexte du ministère de la Justice et des professions réglementées. Et d'autre part, depuis 2008, une nouvelle procédure en direction de tiers archiveurs, puisqu'en fait a été mis en place, dans un contexte réglementé par le Code du patrimoine, la possibilité de confier des archives public intermédiaire à des tiers archiveurs, qui soient pour le papier ou qui soient pour le numérique. Et enfin, des travaux de long cours en commun avec les grandes institutions patrimoniales que sont la BNF, que sont le Centre national de l'enseignement supérieur, le Centre informatique national de l'enseignement supérieur, sur les problématiques de pérennisation sur le long terme autour de normes fondatrices et de travaux et d'études en cours. D'autre part, des actions ont été menées en direction des collectivités territoriales avec l'accompagnement, le suivi auprès d'éditeurs de logiciels qui se sont imposés dans le monde de l'administration électronique et des éditeurs plus traditionnels de gestion d'archives, avec la sortie de plusieurs outils logiciels d'archivage numérique, que ce soit dans le monde du livre libre avec le produit Azalae porté par la Dulact, ou d'autres produits comme Marine, Sacha ou Mnesis. Un appui aujourd'hui pour le développement et l'impulsion de ces plateformes d'archivage numérique dans les collectivités, et un certain nombre une impulsion et quelque chose qui se développe assez fortement, notamment dans le cadre de dispositifs mutualisés. Plusieurs collectivités qui se mettent ensemble, soit dans un cadre plus général d'action commune en matière d'administration électronique, soit plus spécifiquement sur l'archivage numérique. Là, je citais l'exemple d'un service public local qui vient de se créer, qui s'appelle XDMAT, et qui rassemble les départements de la région Champagne-Ardenne, plus la Meuse, plus l'Aisne, autour de produits et de logiciels d'administration électronique et d'archivage électronique. Donc c'est quelque chose de conçu avec attention, parce que probablement que la mutualisation est une bonne réponse aux problématiques d'archivage numérique qui sont à la fois complexes et coûteuses. Malgré tout ça, un très long chemin encore à parcourir pour des tas de raisons différentes. Alors, une des raisons, c'est qu'il est très compliqué d'intervenir en amont. Or, l'intervention en amont, s'agissant d'archivage numérique, est vitale. On ne peut pas récupérer après coup des vracs numériques, c'est impossible. On pouvait peut-être, dans certains cas, récupérer des vracs papier, mais le vrac numérique, c'est plus possible. Et donc, comment intervenir en amont d'une manière industrialisée sur les applications métiers? C'est très compliqué, parce que les processus métiers et la réingénierie des processus métiers, c'est très long à conduire. Il y a une grande hétérogénéité de sources. La qualité des données n'est pas toujours au rendez-vous. Et le papier continue à être très absorbant en termes de gestion des archives. Et puis par ailleurs, les pratiques de resource management sont encore très minoritaires. Combien encore de productions non organisées, non normées, non nommées, qui nous arrivent et dont on a de grandes difficultés à prendre en charge et à maîtriser. Par ailleurs, il y a encore des compétences quasi inexistantes et très peu encore partagées sur des questions très compliquées de pérennisation sur le long terme. Aujourd'hui, l'obsolescence des formats est une question qu'on sait mal maîtriser, parce qu'en fait, il s'agit de faire des choses très compliquées, de la haute couture, sur des grandes masses de fichiers. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas bien faire. On remarque qu'à l'État, il y a encore très peu d'administration pourvue d'une plateforme d'archivage électronique à proprement parler. Et puis se rajoute à ça la complexité des questions juridiques. Comment s'en sortir entre, d'une part, les injonctions en matière de protection des données à caractère personnel, mais en même temps de pression très forte pour l'ouverture légitime des données publiques dans le cadre de l'open data. Ceci étant,
des raisons sérieuses d'être optimiste. D'abord, en raison de l'évolution du système d'information de l'État. Les travaux menés par la DISIC à cet égard sont très prometteuses parce qu'il y a une vraie réflexion sur l'urbanisation du système d'information de l'État. Parce qu'on se rend compte, dans un contexte de big data, que la qualité des données, c'est complètement fondamental et que c'est un levier et une condition essentielle pour le bon pilotage des politiques publiques. Et donc, en fait, il y a un effort et une réflexion qui est menée pour urbaniser les applications métiers et réfléchir à la mise en place de référentiels normés, de références sur lesquels s'appuyer, qui permettent d'accélérer et d'améliorer la qualité des données. Et finalement, ce sont des objectifs qu'on vise également en tant qu'archiviste et record manager. Quand on parle de qualité des données, de cycle de vie, on parle le même langage que nos collègues urbanistes des systèmes d'information de l'État. Par ailleurs, on peut se féliciter en 2012 de la création du délégué interministériel aux archives de France pour une meilleure coordination de la politique générale des archives à l'État, et avec par exemple un premier produit de ce délégué interministériel aux archives de France qui est le référentiel général de gestion des archives qui vient d'être publié en 2013 et qui est un document qui s'adresse, stratégique, qui s'adresse aux décideurs pour leur faire prendre conscience que la gestion des archives est un levier essentiel de modernisation en fait, des politiques publiques. Et enfin, on peut également se féliciter que via une convergence entre DISIC et Comité interministériel des archives, de France, CIAF, l'État prend enfin complètement à bras le corps d'une manière massive la question de l'archivage numérique de l'État avec le programme VITAM, aujourd'hui candidat aux investissements d'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci Françoise. Je pense qu'il y aura des questions qu'on va réserver pour à la fin des interventions. Tu me le fermes à chaque fois, mais je le remets à chaque fois. Bon. Donc des questions, par exemple, des précisions sur Vitam, des précisions sur R2GA, qui est un référentiel de gestion de l'archivage et de la gouvernance documentaire. Donc ça, je vous propose qu'on fasse le point effectivement juste après la fin des interventions. Donc en enchaînement, Michel, à toi. Oui, à moi, oui. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui a été souvent des sujets de discussion très importants et qui est de voir qu'est-ce qu'on appelle l'archive. Les gens qui viennent du papier, en fait, l'archive papier dispose d'un original connu. Et cet original connu, on l'archive et c'est cet original qui fait foi, hein, et c'est lui qu'on veut conserver. Par ailleurs, il peut se trouver qu'il y ait des copies de cet original qui se trouvent ailleurs. Jamais personne n'a imaginé que cette copie d'original puisse vraiment s'appeler l'archive. Alors en électronique, le phénomène le plus bizarre, c'est que on appelle archive en fin de compte un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que quelque part, on va dire, je vais accéder aux archives. Est-ce qu'on accède aux archives ou est-ce qu'on accède à une copie des archives? Et ceci a une très forte importance pour la conception des systèmes, et en particulier, par exemple, pour la mise en œuvre d'une norme comme la 42013. Parce qu'il s'agit, pour cette mise en œuvre, de définir qu'est-ce que j'appelle le système d'archivage électronique. Alors, j'ai mis quelques petits diagrammes comme ça en tête pour bien essayer de distinguer les fonctions. Donc, quelque part, dans les fonctions documentaires, j'ai donc, vous voyez, toute la chaîne du haut de ce transparent-là, qui est, j'acquiers de l'information, soit numérique, soit papier, hein, directement numérique ou soit papier que je numérise, et je vais le rentrer dans un système de gestion documentaire qui fait un travail de traitement et qui permet d'accéder effectivement à ces documents. Toute cette chaîne, évidemment, va s'appuyer sur un dispositif de stockage qui, fondamentalement, quelque part, aujourd'hui, consiste en d'énormes bêtes disques, hein, puisqu'on a besoin de vitesse, on a besoin d'accès, on a besoin de recherche, d'indexation, etc. Par ailleurs, en fait, il faut avoir en place quelque part un système d'archivage. Et ce système d'archivage, au fond, il doit être séparé.
Il doit être séparé pour des tas de raisons, hein. La première bonne raison, c'est que si on veut qu'il réponde à un certain nombre de normes, il est hors de question d'essayer de normer la totalité du système. Je défie quelqu'un de réussir à faire un 42013 sur une informatique bancaire avec 3000 agences, 4 ou 6 centres serveurs, des réseaux informatiques mondiaux, hein, et avec des agences dans le monde entier. Je pense que c'est fondamentalement impossible. Donc il faut bien se dire que le périmètre d'archivage, ce n'est pas celui-là, hein, ce sera un autre. Donc quelque part, il faut bien pouvoir identifier ce morceau archivage. À partir de là, on peut se poser des questions. Est-ce que cette archive qui est dans ce système d'archivage, j'ai vraiment besoin d'y avoir accès en ligne? Alors j'ai fait un autre petit schéma qui peut-être parlera un peu plus en particulier aux archivistes, hein, puisque dans l'archive numérique, en fait, on a un très gros changement par rapport au papier. C'est que ce que les archivistes appellent l'archive courante, hein, ce que le commun des mortels appelle bêtement le document qu'on utilise, quoi, hein, et qu'on va appeler archive dès le départ, en numérique, ça prend tout son sens. Parce que en numérique, le document qui a une importance à sa création, on peut immédiatement le mettre dans le système d'archivage parce que ça n'empêchera pas qu'il continue par ailleurs sous forme d'une copie, hein, à exister dans le système de gestion. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, j'aurai comme ça des flux réguliers entre le système de gestion électronique de documents qui produit du document et qui va, à un moment donné, dire au système d'archivage, tiens, le document que tu as reçu il y a X temps, peut-être il y a quelques années, maintenant il n'est plus d'utilité, il devient donc, il va rentrer dans sa phase d'archive intermédiaire, et donc il faut que tu le conserves 5 ans, 10 ans, 50 ans, et qu'ensuite tu lui appliques un sort final, qui peut être une destruction pure et simple. Dans ce cadre-là, on voit bien que c'est aussi intéressant qu'il y ait un système d'archivage séparé. Pourquoi? Parce que la CNIL, si vous regardez, c'est ce qui est recommandation, va dire dès que je passe en archive intermédiaire, les données personnelles doivent être protégées par un contrôle d'accès à ces données. Donc on doit commencer déjà à les isoler du système de gestion documentaire. Et alors, si je vais plus loin, au moment où le système documentaire va dire maintenant c'est le sort final et que j'ai de l'archive qui va rester pour des raisons historiques ou patrimoniales, cette archive-là doit être complètement déconnectée du système. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'accéder, évidemment, à un certain nombre d'informations, mais juste pour donner une petite idée, on va avoir dans le système documentaire une obligation d'anonymisation d'un certain nombre d'infos qui ne seront pas forcément anonymisées dans le système d'archivage qui, lui, peut garder ces informations personnelles parce que, au fond, personne n'y accède. Et ça, c'est très important parce que la sécurité d'un système d'archivage, c'est que moins il y a d'accès et plus c'est facile à faire, hein. Tout le monde sait qu'un système sécurisé, c'est un système auquel on n'accède pas. Voilà, hein. Plus j'augmente la sécurité d'un système, et plus c'est compliqué d'y accéder, et moins c'est facile d'avoir un système d'utilisation quotidienne. Parce que les utilisateurs vont difficilement supporter les contraintes d'un système de haute sécurité. Donc ça, c'est encore une bonne raison pour que le système d'archivage soit séparé. Alors, comme l'archivage doit durer dans le temps, il est effectivement encadré par un certain nombre de normes et de standards, dont des normes de format, hein, dans lesquelles PDF se paye la part du lion aujourd'hui. Il y a 2 grands formats qui aujourd'hui sont assez fondamentaux dans l'archivage, le PDF et XML. Pourquoi? Parce que ces 2 formats ont quand même une capacité de pérennité des formats qui est assez fort. Et les travaux sur PDF pour pouvoir réussir à archiver des documents de CAO, des documents 2D, des documents à couches multiples, des documents 3D maintenant, c'est la grosse problématique, c'est qu'on arrive maintenant à avoir des documents 3D qu'il faut réussir à conserver et qui sont nativement numériques en 3D, hein, et dans lequel, au fond, il faut trouver un format qui soit convenable pour conserver dans le temps ces informations. Et puis XML, parce que la seule méthode aujourd'hui fiable et pérenne de conserver une base de données, c'est XML, hein, qui a la capacité de conserver à la fois l'information, les occurrences et la structure de la base. Et donc c'est quelque chose qui a une pérennité assez forte, hein.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ensuite on peut récupérer facilement une base XML dans n'importe quel système. Ce n'est pas toujours forcément simple. Voilà. Donc je vais pas, évidemment, je pourrais passer la journée à vous parler des normes, mais je pense que ça casserait les pieds à tout le monde. Et en plus, ce n'est pas forcément le sujet du jour. Alors, autre point important et qui, effectivement, est très, très intéressant à noter, c'est au fond, dès que je parle archivage numérique, quelle va être la problématique principale de l'archivage numérique quand on s'agit de conserver des données, je dirais plus de 5 ans. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le souci, ce n'est pas tellement le format du document. Le souci, ce n'est pas tellement la pérennité du support. Le souci principal en informatique, c'est la pérennité du système d'exploitation et du hardware sur lequel il tourne. Je ne sais pas si vous avez noté que tous les ans, Intel, AMD, Microsoft changent. Ils changent parce qu'il faut que vous renouviez vos machines. Ils changent parce que sinon, ils ne généreront pas les milliards d'euros dont ils ont besoin chaque année pour payer leur personnel et leurs recherches. Du coup, ils veulent vous faire changer. Alors, vous n'avez absolument pas besoin de changer, hein. Vous pourriez continuer à tourner sur des systèmes d'exploitation d'il y a 10 ans, il n'y a aucun problème, vos applications marcheraient très bien. Mais il a fallu que vous changiez. Donc, au bout de 5 ans, tout ce que vous avez comme système est obsolète. D'autre part, vos financiers vont vous dire c'est amorti, puisque c'est à peu près la durée d'amortissement de ces matériels. Et ils vont vous dire, puisque c'est amorti, il faut qu'on réinvestisse. Hein. Bonne gestion. Hein. Et donc, tous les 5 ans, vous changez de système complètement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les quelques téraoctets que vous avez accumulés dans les années précédentes, voilà, il faut qu'ils changent parce qu'il n'y a plus aucun périphérique qui est compatible du système d'avant. Et là, donc, du coup, qu'est-ce qu'on cherche? On regarde un petit peu ce qui va être plus intéressant. Alors, il y en a qui ont dit, si je mets des BRED, il n'y a pas de problème, ça va suivre. Pas si simple que ça. D'abord, la BRED, elle peut suivre. Ce n'est pas toujours certain que l'interface qu'elle avait restera compatible d'un système à un autre. Il y a des expériences qui ont montré que ce n'est pas vraiment vrai. D'autre part, ça reste un outil qui consomme énormément d'énergie et qui coûte très cher, même si les prix ont beaucoup baissé. Et donc, mon archive, j'ai peut-être intérêt à la mettre sur des supports amovibles. Et aujourd'hui, il y a un support qui est assez intéressant, qui est la bande magnétique, que tout le monde connaît parce qu'il est utilisé en sauvegarde, qui a fait des progrès énormes avec sa technologie LTO, qui est maintenant une bande fiable, warm, dans laquelle on a une garantie de sécurité très très forte des données qui sont sur ces bandes, et dont l'avantage énorme est source transparent. C'est que 3 téraoctets 2, ça se copie en 1 heure. Hein, donc vous voyez tout de suite la différence par rapport à tout autre support, hein, y compris du disque magnétique qui est incapable de faire cette vitesse. Hein, c'est pas par hasard, hein, c'est que la bande, les plages de sauvegarde se sont tellement rétrécies qu'il fallait aller de plus en plus vite. Mais du coup, c'est un énorme intérêt pour l'archivage. Hein, donc si vous archivez vos données, et ce que vous appelez l'archive est sur bande magnétique, vous verrez tout de suite que vos systèmes d'archivage électronique seront plus simples à faire, que c'est assez facile d'en faire un 42013, etc. Hein. Et du coup, ça peut se garder pendant des siècles, hein, parce que les recopies seront rapides, il suffira de suivre la technologie. Alors soit dit en passant, la technologie LTO, la durée de vie des bandes, ce n'est pas la peine de vous en préoccuper, tous les 2 ans, il y a un gap, et tous les 4 ans, la bande que vous aviez il y a 4 ans devient incompatible des bandes suivantes. Donc il faudra de toute façon copier, vous serez obligé de le faire, mais comme c'est rapide et facile, vous le ferez facilement. Voilà. Alors quelles sont les grandes questions à se poser? Parce qu'on m'a demandé de parler un petit peu du cloud. Alors, le cloud, effectivement, vous comprendrez que dans ce que je viens d'expliquer, je trouve que c'est une excellente chose pour tout ce qu'est le système de gestion documentaire, puisqu'il permet, par exemple, si je reprends mon exemple de mes 4000 agences dans le monde entier, hein, à des utilisateurs qui ont un smartphone ou une tablette et qui sont paumés dans le fin fond du Kazakhstan, d'accéder aux données numériques de leur système central qui se trouve quelque part en France. Hein. Donc ça, le cloud, c'est assez extraordinaire, sauf que le problème du cloud, c'est que ça passe par des réseaux qu'on ne connaît pas. C'est enregistré, si c'est un cloud qui est public, on ne sait pas trop où, avec des garanties de sécurité et surtout de qui accède à quoi qu'on ne connaît pas. Hein. Et donc, ce sont des questions assez fondamentales à se poser. Est-ce que mon système d'archivage électronique peut être un cloud public, c'est-à-dire quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, dans lequel je ne sais pas si je peux avoir un contrat qui garantit la réversibilité? Est-ce que je peux avoir un contrat qui garantit que tous les ans on me fournira un audit qui certifie que mon système est 42013 ou ISO 14641 et qui me garantit que même Dieu le Père, l'administrateur central du système, ne peut pas accéder à mon information?
Ça, je peux vous dire que ça, vous posez la question au centre informatique et vous aurez les réponses. Peut-être. Hein. Ça m'étonnerait que Google le dise. Ils s'en vanteront pas, en tout cas. Donc, ça, c'est un gros problème. Alors, après ça, il faut voir qu'est-ce que j'appelle cloud. Parce que moi, je suis un vieux de l'informatique. Hein. J'ai vu passer des gros systèmes au micro. Hein. Et en particulier, j'ai vécu une époque qui s'appelait le time sharing. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres dans la salle qui ont dû connaître ça. À un moment donné, on avait de l'informatique très centrale. Et on y accédait partout par des lignes de communication. Hein. Ce n'était pas très rapide, ce n'était pas graphique, il n'y avait pas d'image, mais ça se faisait sur des grosses bases de données. Hein. Et en fait, il ne faut pas confondre une technologie et une solution. En d'autres termes, je peux très bien monter un système d'archivage électronique qui, au fond, utilise un serveur central avec un mode d'accès qui est un mode web. C'est-à-dire que mon client de ce système, c'est un navigateur qui passe par un réseau privé avec des lignes louées à moi ou des réseaux que je contrôle parfaitement. Hein. Et donc quelque chose dont je connais parfaitement la nature, mais qui fonctionne comme un cloud. Hein. Et ça, c'est quelque chose que je constate aujourd'hui, hein, que exactement comme beaucoup de gens confondent gestion électronique documentaire et système d'archivage électronique, il y a des confusions, hein, entre système d'archivage électronique et cloud, parce qu'on confond la technologie, hein, et l'architecture. Voilà. C'est-à-dire que l'architecture est une chose, et le fait que le produit soit un cloud est autre chose. Voilà. Donc, et je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur un des gros problèmes du cloud aujourd'hui. Et ça, c'est vrai, pas seulement pour l'archivage, mais pour la gestion. C'est la dépendance accrue de tous nos systèmes aux télécoms. Alors Arnaud est à côté là-bas. Je pense que tout le monde se souvient de la journée noire que nous avons tous connue, hein, quand Orange a cassé. Et il n'a pas cassé sur une solution. Il a cassé mondialement sur la totalité de ses lignes pendant une journée entière. Et j'espère que vous vous souvenez pourquoi. Parce que le système de facturation ne pouvait plus facturer. Alors, vous voyez tout de suite, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la gestion documentaire, rien à voir avec les télécoms. Une petite brique. Je pense qu'il y a un informaticien qui a dû se faire tirer les oreilles assez fortement pour qu'un petit truc comme ça, hein, ait cassé un système mondial. C'est juste pour vous donner une petite idée de la fragilité des systèmes en ligne. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour que ça ne marche plus. Et donc, quelque part, peut-être que pour vos archives, c'est intéressant de ne pas les avoir en ligne. Merci. Là, on passe pour... voilà. Oui. Tu vois là? Oui, bon. Oui, je vois. Donc, moi, je vais revenir sur un registre... Merci. Oui, d'accord, François. Là, c'est bon. Sur un registre beaucoup plus technophile et sur une approche qui... Plus près, merci. Et donc, je vais revenir sur un registre beaucoup plus proche des technologies les plus pointues, les plus exigeantes et effectivement parfois les plus fragiles, pour parler d'une frange de nos documents qui est une frange qui devrait s'élargir avec l'émergence d'un monde de plus en plus numérique et des documents qui sont des documents nativement électroniques. Et j'ai démarré l'exposé avec des documents qui sont les plus purs en matière de documents nativement électroniques, puisque ce sont des documents qui peuvent être des actes électroniques et qui donc incluent la notion et la nécessité de recourir aux technologies de la signature électronique. Alors, à la Fédération des tiers de confiance, nous sommes évidemment des promoteurs et des acteurs de ces technologies et des conséquences de l'utilisation de ces technologies en matière de conservation et d'archivage. Alors, comme nous sommes des gens pudiques, nous n'osons pas appeler nos adhérents des archivistes, mais nous ne sommes que des archiveurs, qui est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire pour le moment, mais qui essaye d'introduire une différence entre l'archivistique, qui s'enseigne
à l'école, et Françoise est donc une enseignante de l'école des Chartes, une école qui fait le renom de notre savoir-faire, de notre vieux savoir-faire français, européen en la matière. Et l'émergence de ces technologies, toujours plus pointues, toujours plus exigeantes, parfois plus fragiles, qui sont, elles, plutôt qui émanent d'autres continents, et auxquels nous sommes confrontés, que nous utilisons, dont nous bénéficions, il faut quand même le dire. Hein. Je vois les personnes qui tapent sur leur smartphone pendant la conférence et qui donc bénéficient de cette interopérabilité à tout moment et partout, pour ne pas le dire en anglais. Et donc, nous sommes les promoteurs de ces nouvelles technologies et nous essayons quand même d'instaurer un état de l'art pour qu'elles soient bien utilisées et ne pas sacrifier malgré tout à la sécurité juridique et à la perte de patrimoine, notamment de patrimoine informationnel. Donc la signature électronique, aujourd'hui, je l'ai classée ici sur cette diapositive à 3 niveaux. Un niveau qui est la signature avancée, on retrouve cette appellation dans les textes, hein, et qui est la transposition parfaite de la signature manuscrite d'un acte. C'est la transposition parfaite parce qu'elle a la même valeur depuis 2000. Elle a exactement la même valeur. Et en la matière, quand on signe un acte de cette façon-là, c'est vrai que ça pose un problème parce qu'il n'y a plus d'original. Puisqu'en fait, il y a un acte qui peut être cloné à l'infini avec la même valeur juridique, ce qui effraie d'ailleurs les juristes. Et nous avons au sein de la Fédération des tiers de confiance des professions réglementées qui sont des acteurs fondateurs de cette fédération, les huissiers, des greffiers, des experts comptables, des commissaires aux comptes. Et pour eux, c'est quelque chose de très difficile à maîtriser puisqu'il n'y a plus véritablement d'original. Alors on est obligé d'instaurer des minutiers électroniques pour ne pas perturber trop les usages et continuer à les archiver dans la très longue durée. Mais le premier document signé aussi parfaitement avec ce type de mécanisme, donc des certificats qualifiés sur des supports cryptographiques que vous utilisez tous, hein, vous en avez tous dans vos poches, c'est une carte à puce, hein. Donc vous les utilisez tous les jours dans le monde bancaire et dans la monétique. Ce n'est pas encore le cas dans la signature électronique, elle est réservée, on va dire, à la signature des actes. Signature à la volée, c'est finalement la déclinaison de ces technologies pour les rendre accessibles aux particuliers, au plus grand nombre. Donc les signatures ne sont pas aussi parfaites, mais elles sont utilisées pour signer des actes tous les jours, des contrats d'assurance, des contrats bancaires ou des... on peut aujourd'hui acheter en ligne mais des choses importantes. On peut acheter une voiture sans faire une signature manuscrite. On peut contracter un crédit, acheter la voiture, prendre un contrat de maintenance, et tout ça de façon électronique. Donc ces documents qui n'ont pas la valeur patrimoniale et qui n'ont pas à subir forcément les contraintes d'un archivage dans la très longue durée, malgré tout, ils ont une valeur commerciale et il va falloir les archiver pendant au moins quelques années, 5 ans, 10 ans. Le droit depuis quelque temps, le droit se simplifie et les durées d'archivage pour les documents de gestion sont moins longues. Et enfin, il y a le cachet serveur. Alors, le cachet serveur, c'est vers la signature personne morale. C'est quelque chose qui n'existe pas encore en droit français, mais si la réglementation que nous attendons depuis quelques années, qu'on appelle, nous, à la Fédération des tiers de confiance, la réglementation de 2014, mais enfin, on est très optimiste, hein, on croyait aussi qu'on allait avoir la carte d'identité électronique. Donc peut-être qu'il y aura une réglementation en matière de signature électronique au niveau européen qui, je vous le rappelle, à la différence d'une directive, va s'imposer. Si cette réglementation passe en 2014 ou 2015, vous aurez l'instauration d'une signature personne morale. Et c'est ce que nous appelons le cachet serveur. Donc ça, c'est de la signature électronique industrielle. Donc, ces documents nativement électroniques avec une valeur juridique importante, une valeur commerciale parfois importante, une valeur patrimoniale qui n'est pas toujours très importante, nécessitent des procédés de conservation et d'archivage. Voilà, comme je suis pudique à chaque fois, je n'ose pas utiliser le mot archivage, qui sont des procédés qu'on a dénommés coffre-fort électroniques,
qui, aujourd'hui, loin de s'opposer au système d'archivage électronique, et je ne m'inscris pas du tout, et à la Fédération des tiers de confiance, nous ne nous inscrivons pas du tout dans une opposition de ces appellations, de ces technologies, mais plutôt dans une complémentarité. Et d'ailleurs, la norme produit NFZ 42020 qui consacre ou qui définit les règles de ce que doit être un composant coffre-fort électronique s'appelle bien composant coffre-fort électronique, parce qu'il a vocation à être introduit dans un système plus parfait, comme un système d'archivage électronique. Il peut aussi, lui, être agrégé à des systèmes d'information ressources humaines, à des systèmes d'information de facturation, des ERP ou des solutions de, on disait GED, on appelle plus ça ECM maintenant en bon français, ou des plateformes de dématérialisation, qu'il s'agisse de plateformes de dématérialisation de marché public, de plateformes de dématérialisation de divers documents de gestion ou de contrat. Avec le dernier point en la matière, c'est un petit focus sur le coffre-fort numérique au service des particuliers. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Alors, l'appellation s'est tellement développée que la CNIL a voulu freiner le recours à ce mot coffre-fort qui introduit et qui induit une notion de sécurité, de confiance, avec parfois des utilisations abusives. Et donc, la CNIL a, en début d'année, émis des exigences pour pouvoir utiliser un futur label, qui est un label CNIL, qui s'adresse uniquement au coffre-fort des données personnelles et qui s'adresse aux particuliers et qui a émis des exigences en matière de confidentialité de ces données personnelles. Enfin, tiers de confiance et externalisation de l'archivage électronique, avec, je le répète, cette réserve sur l'archivage électronique plutôt appliqué à des données de gestion qu'à des données patrimoniales. Donc, des données de gestion, c'est des factures, c'est des payes, c'est des contrats, alors qu'ils soient parfaits, enfin nativement électroniques et de façon assez parfaite, comme je l'ai exposé au début, ou qu'ils soient numérisés. Là, il s'agira de copies, mais on a parfois besoin de conserver ces copies numériques dans l'archivage que tu appelles intermédiaire. Et donc, toutes ces données-là nécessitent des solutions d'archivage qui peuvent être externalisées ou internalisées. À la Fédération des tiers de confiance, nous n'opposons pas non plus et nous ne prêchons pas, même si nous avons au sein de la Fédération les plus grands tiers archiveurs français, qui sont aussi par ailleurs les sociétés qui éditent la plupart des courriers envoyés par les très grands émetteurs de courriers que sont les opérateurs de réseau, les banques, les assurances, pour citer qu'eux. Et donc, comme ils les éditent, ils les archivent aussi, ou ils archivent des doubles électroniques de ces documents. Et donc, ces tiers archiveurs, aujourd'hui, et depuis maintenant, non c'est pas 10 ans, mais pas loin d'une décennie, affichent des gages de réversibilité, nous en avons parlé, en utilisant des formats qui sont interopérables. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez ces solutions chez des tiers archiveurs ou que vous utilisez les solutions des éditeurs adhérents à notre fédération, ou pas d'ailleurs, qui sont labellisés FNTC, vous avez la garantie que les données, les archives, peuvent être reversées, peuvent vous être restituées et être réinjectées dans un autre système d'information. Donc nous avons pour ça mis en place des labels qui utilisent les formats dont on a parlé, qui sont les formats XML, qui sont assez lisibles par tout le monde et non propriétaires, et qui permettent de passer les données soit d'un prestataire à un autre, soit d'une solution que vous hébergez vous-même à une autre solution, ou faire un mix de tout ça, une approche mixte entre questions centrales, entre interopérabilité au sein de la DSI et une solution externe. Donc aujourd'hui, il est important que l'on puisse tordre le cou à une idée reçue qui est on ne peut pas être juge et partie et vous êtes obligé de passer par des tiers de confiance externalisés. C'est la Fédération des tiers de confiance, par ses guides de bonne pratique et ses labels et sa participation au comité de normalisation, aux commissions de normalisation, veut faire prendre conscience
de toutes les possibilités qui vous sont offertes, qu'elles soient en interne ou en externe. Merci Alain. Arnaud, la vision de l'utilisateur et du gouverneur? Gouverneur, je ne sais pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc là, oui, on va plus parler, enfin là, je vais plus intervenir en effet sur le records management en tant que tel, hein, et sur son mode et son application à Orange, pour essayer en effet de distinguer un peu ce qui est confusionnant, ce qu'on entendait un peu tout à l'heure, ce qui était bien précisé sur les confusions entre records management, l'AGED, ou le CM, hein, peu importe, et l'archivage électronique. Voilà, tout ça, ça peut faire un magma un peu détonnant, alors qu'on parle de choses complètement différentes. D'une part, d'un côté, on va parler du records management, qui est en fait une méthodologie, une approche qui permet de faire de la stratégie et des modes d'application et de la gouvernance, justement. En effet, et puis de l'autre côté, on va parler des outillages, qui sont des réponses opérationnelles, en effet, que peuvent être l'AGED, ou l'archivage électronique, ou les systèmes d'archivage électronique au sein d'une entreprise comme Orange. Alors, je ne reviens pas sur la présentation d'Orange, hein, simplement, ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on parle d'une entreprise comme Orange, c'est que c'est à la fois, en effet, une entreprise internationale, donc pas seulement franco-française, c'est une entreprise qui a une partie de ses activités, 50-50 à peu près, en termes de pourcentage, en France et à l'étranger, et une implantation géographique sur l'ensemble des continents, sauf à peu près l'Amérique du Sud. Donc, en fait, ça veut dire que quand on dit juste ça, en termes de gestion documentaire, en termes de records management, et ce que la normalisation appelle la gestion des documents d'activité aujourd'hui, de la création jusqu'à leur sort final, on va avoir des impacts majeurs, aussi bien juridiques et financiers que des impacts opérationnels, simplement pour faire en sorte que nos équipes travaillent. Et donc cette approche en fait records management, elle a été initiée depuis 8 ans à Orange, donc c'est une démarche qui commence à prendre de la maturité. Et on commence à arriver à modéliser, hein, grâce en fait aux années passées et au travail des équipes, ce pourquoi on a fait cette démarche. Bien sûr, lorsqu'on parle de gestion documentaire efficace, pour permettre de préserver des preuves, des documents, de la donnée, hein, pas simplement des documents au sens bureautique, mais de la donnée aussi, au sens informatique, on va travailler en effet dans l'exercice de la protection de la preuve, de la défense de l'intérêt des salariés de l'entreprise, accompagné aux côtés des processus métiers, et on va aussi travailler sur le long terme. Donc le records management, c'est une gouvernance qui va se faire à la fois sur le court terme et sur le moyen, mais aussi le long terme. C'est un peu un positionnement un peu schizophrénique quelque part, mais qui fait un peu notre rôle transversal. Alors, nos enjeux, en fait, on les a qualifiés en 6 parties, avec une échelle de performance. Alors ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup quand on parle de gestion documentaire. On est souvent sur des positionnements défensifs, hein, c'est la partie gauche du tableau. Certes, on va être en accord, on va respecter nos obligations légales et réglementaires, on va essayer de garantir nos droits en cas de litige, mais aujourd'hui, en fait, on vient soutenir la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas une stratégie du groupe Orange et puis une gestion documentaire à côté. La gestion documentaire est un appui, vient en fait en appui de la stratégie. Et elle vient aussi nous permettre de gagner de l'argent. Alors aussi, ça peut être un peu étonnant, mais oui, le records management, grâce en fait à sa volonté de tracer le cycle de vie des documents et des données dans des systèmes, par exemple pour nos vendeurs en boutique, pour nos techniciens d'exploitation du réseau, nous permet de gagner de l'argent. Parce que le records management va par exemple aider à fiabiliser un processus, à l'automatiser, à le rendre plus rapide, par exemple la vente d'un contrat mobile. Et là où un vendeur passait du temps à gérer le papier issu de la vente du contrat mobile, eh ben, il va passer son temps à vous vendre autre chose. Voilà. Alors, concrètement, voilà, sur les grands enjeux, les grands besoins, je pourrais là également y passer des heures et des jours, mais la gouvernance, elle va se traduire, il faut qu'elle se traduise de manière concrète, sinon on reste dans la théorie. Pour commencer, en fait, il faut au moins un sponsor et un responsable. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme c'est une vision de gouvernance transversale, le sponsor, en effet, va se situer à haut niveau à Orange. Hein, c'est Pierre Louette, le secrétaire général du groupe, qui est également le numéro 2. Et c'est sous son aval, en fait, que ma direction, l'équipe et moi-même, en fait, déployons le records management à travers une politique d'archivage et de records management, aujourd'hui devenu records management, qui continue à évoluer également en termes de nom, en termes de vocabulaire. Mais c'est une politique interopérable, c'est-à-dire qu'elle fonctionne de pair avec d'autres documents stratégiques qui définissent des exigences, ce pourquoi on gère des documents et de la donnée. C'est-à-dire qu'on va être interopérable, on va être cohérent
avec la politique de sécurité du groupe, à part entière. On est opérateur réseau, donc la sécurité pour nous, c'est un sujet du quotidien. Et aussi une politique toute neuve que je n'ai pas rajoutée ici, enfin toute neuve qui date de l'été dernier, bien sûr, qui est la politique de protection des données personnelles. Donc aujourd'hui, on est sur un triptyque de politique qui nous permet de travailler. On a bien sûr une méthodologie de déploiement qui nous est particulière, et on a des démarches d'audit également très opérationnelles qui nous permettent, alors c'est un peu la carotte et le bâton, hein, bien sûr, mais il faut avancer en fait dans ce sens-là. Avec également, on a intégré dans la démarche de gestion des documents d'activité et de records management les nouvelles normes, enfin on les intègre au fur et à mesure comme d'autres, que sont les normes ISO 30300, 30301. Donc je suis désolé, hein, je rajoute encore des chiffres et un nom de normes, mais ces normes en fait sont ce qu'on appelle les normes de gouvernance. Ce sont des normes équivalentes à la norme ISO 9001 par exemple, hein, pour la qualité de conception des produits et des services, ou la 14001 pour la protection de l'environnement durable. Hein. Et on va donc de fait se positionner très vite à un niveau décisionnel, sans quoi la démarche va vite être limitée. Alors comment fait-on ? Ensuite, on a une politique qui définit ce pourquoi on gère des documents et de la donnée tout au long du cycle de vie. Très bien. On a une politique qui va sécuriser, qui dit pourquoi on doit sécuriser tout ça. Eh bien, en fait, ça va nous permettre de déployer des processus documentaires et de gestion de données collés au processus métier. C'est-à-dire que là où avant on avait une façon de gérer des documents qui était complètement décorrélée du temps du métier, de la façon dont le métier travaillait, dont le technicien intervenait sur un réseau, la façon dont travaille un marketeur chez nous. En fait, de plus en plus, on vient s'intégrer le plus possible, le plus facilement possible dans ce qu'on appelle les processus métiers. Et donc, on va avoir des démarches de gestion de la demande et ce qu'on appelle en fait d'éligibilité. Un records manager, par définition, il s'intéresse à deux choses. Il s'intéresse en effet à d'abord gérer des records ou ce qui va devenir des documents importants. Mais il ne va pas simplement gérer les records quand ils sont des records, il va d'abord s'intéresser à la façon dont sont faits les records avant qu'ils ne le deviennent. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on intervient bien au-delà des systèmes d'archivage électronique. On vient intervenir sur les plateformes de dématérialisation, et on vient intervenir sur les outils collaboratifs, et bien sûr sur les systèmes de GED qui vont être au milieu du cycle de vie. Voilà. Et puis on va s'intéresser à tout le reste également. Parce que si on définit ce qu'est un document, un records, un document ou une donnée plus importante qu'une autre, ça veut dire qu'on va s'intéresser à tout le reste pour se mettre en capacité de le détruire si nécessaire. Et donc, lorsqu'on va appliquer ça concrètement dans la partie technologique du records management, pas la partie papier, mais là aujourd'hui la partie numérique, eh bien en fait on a déployé non pas d'abord nos systèmes d'archivage électronique, avec une exception, je vais y revenir, mais on a d'abord déployé un système de gestion électronique de documents mutualisé et interopérable avec les applications métiers. Donc ça a été extrêmement important, ça correspond à ce que disait Françoise tout à l'heure. Si on intervient uniquement sur la plateforme d'archivage électronique, c'est trop tard. Il faut soit intervenir en amont très vite sur les plateformes collaboratives ou à minima sur les plateformes de GED, ce qui nous permet en effet déjà d'imposer nos exigences. Donc on a dans notre plateforme de GED mutualisée interopérable un certain nombre de métadonnées, de mécanismes de contrôle qui assurent la traçabilité. Il y a des niveaux de destruction également qui existent dans la GED sans passer par l'archivage électronique. Et surtout, la GED n'est pas forcément le passage obligé. Des documents ou des données d'activité peuvent très bien, à un moment donné, dans le système de production du métier, la facturation, et aller directement, bien sûr, dans l'archivage électronique. Elle ne passera pas par la GED. Alors que d'autres processus métiers vont passer par la GED et dans l'archivage électronique, et d'autres processus métiers s'arrêteront à la GED. Même si ce sont des records, ils n'iront jamais en archivage électronique. Voilà. Donc là, je vous ai mis par exemple notre plateforme de GED avec 56 aujourd'hui bases de données référentielles. Ça vous donne la mesure de l'ampleur, on va dire, de l'application de la plateforme de GED, mais ces 22 téraoctets de données, c'est pougnème hein, par rapport aux pétas qu'on a dans le groupe et aux hexaoctets de données qu'on a dans le groupe. Mais on trace ici, pour un certain nombre de métiers, ce qui est déjà le plus important. Et puis, bien sûr, on a à côté le RM, le Records Management nous a aidé à en fait, déployer nos systèmes d'archivage électronique, parce qu'on en a plusieurs. Alors, et justement, il y a cette stratégie de RM qui dit on ne va pas forcément déjà mettre tous nos œufs dans le même panier, mais aussi les contraintes opérationnelles et la réalité du document ou de la donnée font qu'on va déployer plusieurs systèmes. Sur ce que disait Michel, on va bien sûr déployer de l'archivage offline,
bien sûr, sur bande LTO ou sur des supports optiques amovibles, parce que c'est de la courte durée de conservation, parce qu'il y aura très peu d'usage, etc. Et puis, on a d'abord déployé, et ça a été l'exception, le premier système d'archivage électronique déployé à Orange pour la partie France, c'est notre système de facture client, puisqu'en effet, la loi nous a permis en France de dématérialiser très vite la facture client. Et c'est cette fameuse plateforme qui aujourd'hui relativement énorme, hein, puisque Orange produit en France à peu près 30 millions de factures par mois, donc 360 par an, et on a 5 milliards de factures embarquées dans l'applicatif aujourd'hui. Mais en effet, ce n'est pas cet applicatif-là qui est utilisé, mais c'est son miroir qui est utilisé lorsque, si vous avez la chance d'être client chez Orange.fr, vous allez sur le portail Orange.fr, vous allez consulter votre facture. En fait, c'est l'image, c'est pas la plateforme, c'est l'image de cette plateforme qui est attaquée pour venir accéder à votre facture. Et donc là, notre enjeu d'archivage électronique n'a pas été tant sur la consultation, parce que c'est le miroir où se porte l'exigence de consultation, le niveau d'exigence, à peu près 1 million de consultations par jour, mais c'est sur la capacité d'injection. C'est-à-dire que le système d'archivage électronique doit être capable d'accueillir des transactions de très très volumineuses au quotidien, et c'est sa spécificité. Merci de votre attention. Merci beaucoup aux 4 intervenants. Place aux questions-réponses. Moi, j'ai un certain nombre de questions, mais est-ce qu'il y a déjà des questions qui peuvent fuser dans la salle? Est-ce qu'il y a un système de... Question. Bon, je me lance. Moi, ce que j'ai bien compris, en fait, hein, c'est qu'on avait, d'une part, une gouvernance de la gestion documentaire, hein, et pour appliquer une gouvernance de gestion documentaire, il y a une politique à écrire. Et cette politique implique, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à retenir, et j'en veux pour preuve la dernière intervention et les interventions précédentes, c'est ce qu'on appelle des niveaux de service. On a effectivement des niveaux de service en termes de système d'archivage électronique. Est-ce qu'on a un système d'archivage électronique avec plusieurs niveaux, ou est-ce qu'on a plusieurs systèmes d'archivage électronique qui ont chacun effectivement leur spécificité, qui accueillent effectivement selon les niveaux de service dont on a besoin les différents éléments? Alors, une première question qui s'adresse à la fois sur le volet public et aussi sur le volet privé, parce que vous êtes des représentants du public et du privé, c'est aujourd'hui les projets de système d'archivage électronique, dans quel sens vont-ils, dans quelle configuration? Est-ce qu'on peut distinguer des différents niveaux de service? Voilà, ça c'était une première question que je voulais adresser en fait à nos intervenants. Alors, pour le public, tout dépend de la maturité de la dématérialisation du secteur. Par exemple, pour l'État, on se rend compte que, comme par hasard, c'est à la Direction générale des finances publiques, hein, la DGFiP, qui dématérialise grandement ces processus depuis un bon bout de temps. Donc vous en rendez tous compte avec Télé-TVA, avec la déclaration des impôts en ligne, mais également ont été dématérialisés tout ce qui tourne autour de la matrice et du plan cadastral, tout ce qui tourne aujourd'hui, les échanges avec les notaires pour les hypothèques avec Téléacte, etc. Donc ils ont par exemple développé un silo d'archivage qui s'appelle Atlas, qui a une véritable, ça rejoint ce que disait Arnaud, en termes de flux entrant et sortant de documents, en l'occurrence très volumineux, hein, le plus volumineux qui est aujourd'hui dans le secteur public, sauf si on se place du point de vue de l'INA ou de la BNF avec le dépôt légal du web. Bon, c'est encore d'autres problématiques. Mais en termes de volumétrie et surtout d'entrée et de sortie, c'est assez impressionnant. Et on se rend compte qu'Atlas est uniquement centré, et ça rejoint ce que tu disais sur les SAE, centré sur la fonction de conservation sécurisée, parce qu'ensuite les frontales de recherche de consultation sont externes. Enfin, je veux dire, on ne va pas attaquer directement le silo quand on va consulter, quand on va chercher. C'est transparent pour l'utilisateur et ça reste côté GED et application métier, hein, de ce point de vue-là. Donc, il faut bien déconnecter les choses. Et dans les collectivités territoriales,
ce qu'on peut remarquer, alors il y a aussi des plateformes qui se développent à l'État pour tout ce qui tourne autour des actes authentiques, avec le déploiement là, de la signature électronique au sens le plus complet du terme que rappelait Alain. Donc là, c'est plutôt autour du ministère de la Justice, la Gendarmerie nationale, ce genre de choses. Et sinon, pour les collectivités territoriales, c'est très lié aux téléprocédures qui sont très célèbres dans les collectivités, qui sont les marchés publics, les actes soumis au contrôle de légalité et les flux comptables avec Helios, toujours avec d'ailleurs la DGFiP. Et donc là, se mettent en place, impulsés soit par les conseils généraux, soit par les agences numériques qui existaient, qui préexistaient déjà, des systèmes très souvent mutualisés qui embarquent le besoin d'archivage électronique. Et on remarque que peuvent être concernés aussi bien des conseils généraux, des régions, mais également beaucoup d'initiatives du point de vue des EPCI, des établissements de coopération intercommunale, donc des agences numériques, des syndicats mixtes, des communautés d'agglo, etc., et des centres de gestion. Voilà. Je veux bien parler des archiveurs, parce qu'on a dénommé les archiveurs. Donc aujourd'hui, en dehors de l'aspect patrimonial, où là les problématiques patrimoniales de conservation des données ou des documents pour les entreprises, qu'elles soient dans le privé ou dans le public, sont un peu les mêmes si on veut conserver ces plans, ces brevets. Bon. Donc je ne vais pas traiter à nouveau cet aspect-là. Sur l'aspect données de gestion ou données clients, il y a premier objectif, c'est de respecter, de rester en conformité avec les exigences réglementaires. Je crois que ça, c'est le point de départ de pas mal d'applications d'archivage de données de gestion. Et maintenant, c'est en train d'évoluer, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cet énorme réservoir d'informations, on peut développer des nouveaux produits. Alors, dans le domaine banque assurance, il y a tout un tas de dirigeants qui ont été instaurés très proches des comités exécutifs de ces énormes sociétés qui sont en charge de la transformation digitale ou de la relation digitale. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de modifier, bon, c'est aussi en réaction, parce qu'avec les acteurs innovants qui, eux, ne traitent que de la donnée et du réseau et qui modifient et qui la donnent, on se rend bien compte, les acteurs en place se rendent bien compte qu'il faut faire quelque chose. Donc là, c'est toute la mouvance relation digitale et big data. On va l'appeler comme ça pour simplifier. Et là, je pense qu'il y a un phénomène très intéressant d'évolution des besoins qui partaient d'une problématique de mise en conformité et qui vont vers quelque chose de beaucoup plus dynamique et qui s'avère, qui le sera, j'espère, qui sera assez passionnant. En fait, sur les niveaux de service, oui, en fait, ce qui nous aide, nous, à définir les niveaux de service, en effet, c'est cette démarche de qualification de la donnée ou du document. Voilà. Et en effet, le niveau de service, il va dépendre de la valeur d'un document ou d'une donnée. C'est ce qu'on définit justement dans notre politique, et de sa criticité, de son importance, en effet. Est-ce que c'est une donnée ou un document vital, ou est-ce que c'est une donnée courante en fait, d'exploitation. Et en fonction du contexte, bien sûr, alors là je reprends le contexte Orange, mais sur une filiale au Cameroun, en effet, l'approche du niveau de service va être extrêmement importante, parce qu'on ne va pas déclencher justement le même niveau de service entre notre filiale au Cameroun et la Pologne. Voilà. Sur ces niveaux de service, d'ailleurs, je pourrais citer, il y a une méthodologie qui a été développée sous la forme d'un petit outil par l'Association des archivistes français qui s'appelle Astaré, et qui vise à rendre, objectiver les stratégies d'archivage électronique qui vont être mises en place. Et pour ça, en amont, on commence à faire une étude, d'une part sur le niveau de maturité des acteurs. Ça, c'est très important. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de gouvernance, tant qu'il n'y a pas un sponsor, tant que personne n'a pris vraiment en compte parmi les dirigeants cette problématique, ça veut dire que le niveau de maturité n'est pas suffisant. Bon.
Puis par ailleurs, on prend en compte pour telle typologie, effectivement, quelles sont les exigences et les besoins en termes de confidentialité, en termes de protection des données, s'il s'agit de données à caractère personnel, en termes de réutilisation, s'il s'agit d'open data, et en termes de besoins d'accès, fréquents, pas fréquents, etc., de niveau de service précisément. Et après, on analyse l'état global de l'application métier. Voilà, est-ce qu'elle permet d'assurer une certaine traçabilité, est-ce que les métadonnées sont bien là au bon endroit, etc. Et suivant ça, on va à ce moment-là croiser toutes ces informations pour définir une stratégie d'archivage. Est-ce qu'il faut faire quelque chose au sein de l'application de production? Est-ce qu'il faut passer par une jet transverse? Est-ce qu'il faut reverser vers un système d'archivage externe? Est-ce qu'on va externaliser ou mutualiser ou pas? Voilà. Oui, le monsieur parle de l'actualité, une actualité FNTC qui est la sortie d'un guide qui sort aujourd'hui et qui est un guide sur l'interopérabilité de dépôt, cette fois, et non pas de réversibilité, de dépôt de versement dans les coffres-forts des particuliers. Alors c'est un guide qui est vraiment... qui veut instaurer un état de l'art, qui essaie de présenter comment on pourrait renverser la problématique actuelle en matière de dématérialisation des documents de gestion, documents sortants, factures, relevés, etc., dont nous sommes, enfin, les émetteurs nous proposent de plus en plus souvent de les recevoir de façon électronique, mais chacun les garde dans son portail. Et l'idée de ce guide, c'est de présenter le relevé d'identité coffre à l'identique d'un relevé d'identité bancaire qui permettrait à l'utilisateur de demander à ce que les données, les documents dématérialisés soient versés dans son coffre-fort, qui pourrait être chez son opérateur réseau, ou dans sa compagnie d'assurance, ou à la poste, ou chez un prestataire que je ne connais pas encore, et qui s'inscrirait dans cette logique d'inversion du processus. Bonjour, Laurent Charpentier, je suis au ministère des Finances. Je travaille sur un projet de démat justement et puis de SAE. Donc ma question s'adresse directement à vous, Madame Barberger. Actuellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup discuté entre différents services informatiques concernant les solutions adoptables. Et j'ai découvert tardivement le guide de bonne pratique de la DISIC. Donc ses annexes aussi, donc le modèle OIS, enfin tout ce qui en découle. J'ai pris récemment conscience aussi et connaissance du projet Vitam. Donc bon, je ne sais pas à quel niveau de maturité il est et si justement il est mutualisable. Et justement, vous l'aviez évoqué en début de conférence. Et savez-vous si justement il n'y a pas quelque part au niveau des archives de France une mission ou un accompagnement justement pour les différents SI, de sorte qu'on ne s'éparpille pas chacun sur des projets distincts qui, quelque part, ont le même objet. Alors au ministère alors justement, il y a eu en 2012, dans le cadre d'un mandat DISIC, un groupe de travail sur l'archivage numérique qui a rassemblé archivistes et DSI des différents ministères et qui a produit donc ce guide de bonne pratique qui à la fois donne des éléments organisationnels, juridiques, technologiques, normalisateurs sur le sujet. Pour le ministère de la Défense, était représenté à la fois le secrétariat général des ministères financiers, parce que c'est là que se trouve le service des archives en fait, du ministère financier, qui elle-même a développé une plateforme d'archivage électronique qui s'appelle Arcade. Et puis, mais qui est pour les administrations centrales, et puis était représenté aussi au sein de ce groupe de travail la DGFIP, et notamment ceux qui portaient le silo Atlas que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, ce travail a permis du coup d'avoir une vision un peu globale sur ce qui se passait. Nous, en tant qu'Archives de France, on a aussi cette mission, ne serait-ce que de par l'exercice du contrôle scientifique et technique, où en fait on est un appui des services
services pour justement faire que les stratégies, que chacun ne parte pas de son côté, etc. Donc là, pour le ministère des Finances, il y a eu un besoin administration centrale qui a été couvert par Arcade, et il y a eu des énormes projets DGFIP, où en fait ils ont mutualisé ce besoin de jet de stockage, archivage autour d'Atlas. Alors, Vitam là-dedans, donc j'en dirai juste quelques mots très, très rapidement. Donc c'est un projet aujourd'hui porté par le Comité interministériel aux archives de France et la DISIC, porté par 3 ministères que sont le ministère de la Culture, donc Archives de France et Archives nationales, et SDSI, enfin Service informatique de la culture, le ministère des Affaires étrangères, pareil, DSI et Direction des Archives, et le ministère de la Défense, pareil, DSI, enfin les DSI du ministère de la Défense et Direction des Archives. Et donc l'idée, c'était, dans la mesure où beaucoup d'administrations de l'État étaient dépourvues de solutions d'archivage électronique, sauf les exceptions que je citais, c'était que l'État soit lui-même éditeur d'une solution d'archivage électronique interministériel pour l'État, qui soit open source, réutilisable, rediffusable, etc. Donc ça, c'est la partie interministérielle. Avec aujourd'hui, on est candidat aux investissements d'avenir, donc la réponse devrait se faire dans les prochains mois. Et puis par ailleurs, il y a des déclinaisons ministérielles qui vont se faire pour les archives nationales, pour les archives, la direction des archives du MAE et du MINDEF, pour leurs propres besoins d'archivage définitif. Et nous-mêmes aussi, on porte un projet qu'on appelle ADSOR et qui permettra aussi d'impulser et de stimuler tout ce qui est archivage numérique dans les collectivités locales, sachant qu'il y aura un acteur bientôt supplémentaire. Donc en fait, le calendrier, c'est entre fin mi-2016, 2018, avec des itérations successives pour la partie interministérielle, le logiciel interministériel. Voilà. Alors, j'avais pour ma part une question qui est vraiment pas, je pense, pas très facile. On parle de certification, on parle de labellisation, on parle d'agrément. Voilà, ça c'est les questions, ça existe. Comment ça marche, comment ça s'articule? Est-ce qu'il faut l'un plus l'autre, ou est-ce qu'un suffit? Bon, voilà, ça c'est vraiment une première question. Et la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que je mets en place dans mon entreprise un système d'archivage? Est-ce que je suis obligé, ou est-ce que j'ai intérêt, ou est-ce que ça serait bien, si je le faisais, avoir une certification ou une labellisation ou un agrément? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis une entreprise ou une collectivité et je souhaite externaliser. Est-ce que je dois? Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que ça serait souhaitable de pouvoir externaliser chez un archiveur, un tiers archiveur de confiance qui est, alors encore la même question, labellisé, certifié, agréé? Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de concepts et beaucoup d'actions en fait qui sont quand même encore peu connues, qui commencent aujourd'hui à être très clairement appliquées. Voilà, est-ce qu'on peut éclairer un petit peu ces questions que je pense intéressent un certain nombre de structures publiques ou privées dans la salle? Bon, je peux commencer pour le secteur public et puis alors, une certification, comme son nom l'indique, il faut d'abord qu'il y ait une norme à partir desquelles on écrit un référentiel de certification et à partir desquelles on décline toute une démarche de certification qui permet de s'assurer qu'on est conforme à la norme et non pas juste qu'on dit qu'on est conforme à la norme, parce que ça, c'est quand même quelque chose de très répandu. Ça, c'est une première chose. Et il se trouve que sur l'archivage numérique, vient d'être déclinée depuis janvier 2013 une marque, une certification par l'AFNOR sur l'archivage numérique sur la base de la norme Z42013. Bon, ça, c'est une première chose. Ceci étant, il y a d'autres méthodes s'agissant de l'archivage numérique. Il y a d'autres entreprises plus ou moins importantes. Ça dépend d'où elle se place et d'où elle part. Si déjà elle avait
une certification sécurité des systèmes d'information, notamment sur la 27001, etc. Elle peut aussi, il existe aujourd'hui à l'ETSI une possibilité de certification avec une spécialisation à partir de la 27002 sur l'archivage numérique qui n'est vu à ce moment-là que comme un élément de sécurité des systèmes d'information. L'agrément, c'est autre chose, c'est quelque chose qui a été décidé réglementairement pour les administrations qui souhaitent externaliser la gestion de leurs archives intermédiaires auprès de tiers, qui soient d'ailleurs privés ou publics, peu importe. Et donc ce qu'on a demandé, c'est que ces tiers devaient être agréés par le ministère de la Culture. Il y a un agrément aussi de ce même type qui est pour les données de santé qui existe, qui s'appelle pour les hébergeurs des données de santé. Parce que rien n'est simple dans l'administration. Et donc, s'agissant de cet agrément, on ne pouvait pas, à l'époque, quand ça a été écrit, on ne pouvait pas dire, enfin, on demandait que les tiers archiveurs soient conformes à une norme. Donc, c'est plus facile de le prouver quand la certification existe et quand on est passé par la certification, mais ce n'est pas la seule condition, puisqu'en fait, on demande aussi un certain nombre de choses, et notamment de respect du cadre réglementaire et législatif. Donc l'agrément ne se confond pas avec la certification, et on n'est pas obligé d'être certifié pour avoir l'agrément, etc. C'est plus facile. Par contre, ce que je voulais aussi dire, est-ce qu'on a intérêt à externaliser ou pas, ou plutôt qu'à faire les choses en interne ? Tout dépend en fait du degré de maturité ou pas qu'on a, savoir si ces données sont très classifiées, sont très sécurisées, sont très confidentielles. Donc à ce moment-là, on va plutôt faire des choses en interne. Est-ce que, à l'inverse, si l'organisation n'est pas mature, ben, il vaut peut-être mieux passer par une externalisation à ce moment-là. Mais à ce moment-là, se posent des problématiques de réversibilité, etc., qu'il faut bien prendre en compte quand on réfléchit à ça. Mais tout est ouvert. Oui, moi, je voudrais dire sur ces problèmes de normalisation et puis donc de certification ou d'agrément, c'est que quand je vais réfléchir sur une politique d'archivage, il est très très important d'avoir en parallèle une réflexion sur une analyse des risques. C'est pas la peine de déployer des fortunes si on considère que le risque de ne pas pouvoir produire un document au moment où on en a besoin est nul. Hein. En d'autres termes, je pense que chez Orange, c'est effectivement typiquement le genre d'analyse qui va être menée par les équipes d'Arnaud. Hein. C'est est-ce que certains documents, au fond, si je ne peux pas le produire, combien ça va me coûter, hein. Si la réponse c'est rien ou presque rien, je ne vais pas développer des milliards, signer des contrats, passer 3 ans à mettre en place quelque chose, hein, alors que j'en ai pas besoin. Et effectivement, c'est toute cette réflexion qui n'est pas la plus simple et qui rejoint ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi définir ce que j'appelle mon périmètre d'archivage, parce que ça fait partie de la question. Hein. Quels sont les documents qui sont sensibles, quels sont leurs degrés de sensibilité, quels sont les risques si je les perds. C'est la réponse à toutes ces questions qui va me dire maintenant, voilà, j'ai besoin de respecter un certain nombre de normes. Une norme comme la 42013 contient en soi une procédure d'audit obligatoire qui n'est pas une certification, mais qui évidemment, quand vous prenez la 42013 pour ceux qui la connaissent, il y a dedans d'une part la nécessité ou pas d'être certifié 27000 sur les systèmes de sécurité, ça aide. D'être certifié ou pas ISO 9000 sur le processus, ça peut aider. Hein. D'être certifié 14000 éventuellement sur le respect de l'environnement, ça peut aussi aider à ce qu'en fin de compte, l'auditeur 42013 vous certifie que vous êtes bien conforme à la norme. Et derrière ensuite, la norme, la certification AFNOR archivage électronique, elle va déjà regarder est-ce que vous avez respecté la norme, dont y compris ces audits annuels que vous devez avoir régulièrement. Hein. Et cet auditeur de la 461 va rajouter un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez effectivement en place dans votre entreprise de quoi faire évoluer vos systèmes pour qu'ils continuent à respecter la norme? Parce que c'est ça qu'il y en a en plus dans les certifications. Et à partir de là, en fin de compte, est-ce que vous en avez besoin sur votre système d'archivage à vous? La question, c'est qu'est-ce que vous faites avec vos archives? Quel est le risque? Qu'est-ce qu'on va vous demander? Et en particulier, est-ce que vous êtes un tiers archiveur qui doit accepter de l'archive publique?
Et là, vous n'avez pas forcément le choix, hein, puisque vous devrez avoir des agréments et qu'effectivement, être certifié 461 vous donne un atout supplémentaire pour obtenir l'agrément. Hein. Maintenant, si vous êtes dans l'industrie privée, j'ai eu une petite anecdote. Un jour, on m'a posé la question d'un sous-traitant de l'automobile qui m'a dit, bon voilà, je fais les documents qu'il faut que je garde, est-ce que je peux les garder sous forme numérique, est-ce que je peux donc numériser mon papier, quelles précautions faut que je prenne? Et il me dit, qu'est-ce qui est légal? J'ai dit, mais là-dedans, il n'y a pas de légal. Vous êtes dans le cadre de la construction automobile. Il y a des chambres régionales des constructeurs automobiles. Mettez-vous d'accord sur ce que vous acceptez comme bonne pratique. Hein, et à partir de là, ce sera légal au sens anglo-saxon du terme, parce que n'oubliez pas que c'est là qu'on a une grosse différence. Merci. En matière de normes et de certification, donc, pour faire très simple, 3 types de normes. Les normes de gouvernance, les normes produits, les normes services. Les normes de gouvernance, aujourd'hui, elles sont toutes au niveau international. Donc, ce sont toutes les ISO dont on a pu aligner les chiffres, sécurité, qualité, etc. Les normes métiers sont pas toujours au niveau international, même si on essaie. Donc, la norme d'archivage NFZ 42013 a été portée au niveau ISO. 14641, je crois. Donc on a déjà, c'est une norme plus mature, plus ancienne. La norme NF coffre-fort ou la norme NF des formats d'échange en matière d'archivage de Medona et NF coffre-fort 42020 sont encore des normes qui sont au niveau NF. On essaiera de les porter à un niveau international. Voilà, ça, ce sont les 3 grandes familles. Vous externalisez, vous allez demander une norme service. Vous êtes un interne, vous allez demander plutôt une norme produit, puisque vous allez acheter un produit pour le mettre en œuvre. Très bien. Vous faites le tour du salon. Vous allez voir quasiment sur toutes les plaquettes commerciales de tous les acteurs du salon qui sont conformes aux normes. Normes ISO, normes NF, etc. Maintenant, refaites le tour du salon et exigez auprès des acteurs qui sont conformes des certifications. Qu'elles soient NF, qu'elles soient label, c'est un niveau un peu plus humble, mais c'est déjà une volonté de se soumettre à l'audit externe, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vous invite à faire le tour et vous pourrez tirer les conclusions vous-même. Vous aurez des acteurs qui s'impliquent et qui jouent le jeu, qui vont jusqu'au bout. Et après, à vous de faire les choix en fonction de la maîtrise des risques que vous avez définis dans vos politiques de gouvernance, qui répondent à des normes internationales de gouvernance. Une question, là, monsieur. On n'entend pas du tout. Attendez. Attendez, parce que personne... Pardon. Donc au niveau des coffres-forts électroniques, vous avez dit que c'était, ça pouvait être des composants de solutions SAE, ECM, de différentes solutions. Donc au niveau de la pratique, qu'est-ce qui est pratiqué, à quel système solutions sont-ils associés? Alors, et vous, qu'est-ce que vous préconiseriez? Alors, donc là où c'est bien, vous avez très bien compris, c'est bien un composant qui peut être intégré dans quelque chose de plus vaste, dont le SAE. Je n'ai pas de préconisation particulière à faire. Là où on le retrouve aujourd'hui fréquemment, on le retrouve souvent dans les systèmes d'information RH. Parce qu'il y a une problématique. Bon, alors, l'archivage, c'est pas méchant, c'est 5 ans côté émetteur, donc côté employeur. Enfin, dans le public, je ne sais pas, mais dans le privé, c'est 5 ans. RH, bulletin de salaire. Donc, bulletin de salaire. Oui, alors dans le privé, c'est 5 ans côté employeur, 75 ans côté dans le public. Donc, je vais me donc pour mon exposé, on le retrouve souvent dans les systèmes d'information RH. Ils embarquent une brique composant coffre pour une durée d'archivage assez courte. Et là où c'est plus intéressant, c'est qu'elle est embarquée aussi côté employé. C'est là l'objet du guide dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour le moment, les employeurs qui veulent inciter à la dématérialisation, lorsqu'ils le font de façon assez responsable, proposent une solution à leurs employés pour ne pas les laisser se débrouiller avec leur bulletin. Et ça, c'est un comportement responsable, mais pas obligatoire.
Et donc là, on le retrouve souvent. Donc un autre exemple, c'est dans les factures électroniques qui sont dématérialisées fiscalement en utilisant ce que j'ai appelé tout à l'heure le cachet serveur, qui est une forme de signature mais non avancée, donc, mais qui est dans ce que la DGFiP appelle la piste d'audit. Et là, le composant COF peut servir à établir, garder la piste d'audit. Voilà, exactement. Merci, Michel. Peut-être juste pourquoi on dit que c'est un composant de, par exemple, un SAE, c'est que le coffre-fort, il va adresser des fonctions très particulières qui sont l'intégrité, la traçabilité, et notamment, c'est vraiment le centre, c'est-à-dire ça va vous permettre de prouver que vos documents n'ont pas été modifiés et ça va permettre de tracer tous les événements qui se seront passés. Voilà. Mais pour que ce soit un système total qui tourne, il faut y ajouter des systèmes de GED, voyez, de l'infrastructure de stockage avec différentes stratégies, que ce soit hors ligne, pas en ligne, etc., des politiques, voilà. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle par ailleurs un système d'archivage électronique. Oui. Oui, je crois que pour être très très clair, en fait, un composant coffre, ça ajoute un système de stockage qui pourrait faire de la traçabilité en lui-même, qui pourrait faire son historique, etc. Ça ajoute en fait une fonction d'authentification forte. C'est-à-dire que je peux garantir que seul un utilisateur autorisé peut accéder aux documents. C'est la notion de coffre-fort. Pour avoir un coffre-fort, il faut pouvoir rentrer. Pour rentrer, il faut la clé. Donc c'est pour ça que c'est utilisé dans tous ces domaines où il me faut des documents dont l'accès est très sécurisé. Voilà. Et donc on le retrouve dans les RH, dans le domaine de la santé, on va le retrouver sur les pistes d'audit, parce que, vous voyez, si je prends un système comptable, je pense que pas mal d'entre vous utilisent des ERP ou des systèmes comptables. Même le plus simple logiciel de gestion comptable, comme ceux de Ciel ou de BP, vous ne pouvez pas, vous, utilisateurs, accéder à la piste d'audit. Seules des personnes qualifiées pourront accéder à cette piste d'audit, puisque sinon, effectivement, je peux commencer à truander ma comptabilité comme je veux. Ces pistes d'audit, elles conservent tout ce que vous avez fait dans le système comptable. J'ai supprimé l'écriture, je l'ai remise, j'ai changé. C'est dans la piste d'audit. C'est peut-être justifié. Ça l'est peut-être pas. Et si je pouvais modifier la piste d'audit, je pourrais faire quelque chose d'injustifiable sans que quelqu'un le voie. Et ça, ce serait évidemment ce qu'on ne veut pas. Et ben, c'est là que les coffres-forts ont leur rôle, puisqu'ils vont permettre de sécuriser les accès. Bien, je vous propose de conclure s'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a encore une question, il y a deux questions. Donc on va terminer, on se donne encore les quelques minutes complémentaires et puis... Oui, bonjour, merci à tous pour cette présentation. J'ai une question en fait concernant la gouvernance, donc je m'adresse plutôt à monsieur Essayez de parler un tout petit peu plus fort. Oui, donc j'ai une question concernant la gouvernance, donc je m'adresse plutôt à monsieur Arnaud. Comment prendre en compte dans ces nouveaux systèmes l'évolution justement de la gouvernance des entreprises On n'entend pas très bien. Comment peut-on en prendre en compte? Ça va mieux là? Comment peut-on prendre en compte justement l'évolution de la gouvernance des entreprises qui aujourd'hui devient de plus en plus flat finalement? Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce phénomène-là dans les systèmes GED et notamment dans la création de valeur de l'information, autour de l'information, pour favoriser par exemple la création et l'évolution plus rapide des processus, notamment dans l'écriture et dans la participation collaborative, pourquoi pas, de ces 10 processus dans les entreprises, et donc plus tard l'utilisation dans l'archivage et la réutilisation à des fins de création de valeur. Voilà, je vous remercie, sachant qu'aujourd'hui on est quand même on part d'entreprises qui sont très hiérarchiques, qui vont vers des entreprises qui sont de plus en plus flattes en termes de gouvernance. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir posé cette question. Non, c'est une vraie question de fond. C'est une vraie question de fond parce que ça rejoint en effet ce que disait Alain tout à l'heure sur en effet des nouvelles responsabilités au niveau décisionnel, au niveau décideur, de gens qui sont en charge de digitaliser les entreprises. Et alors, il y a déjà une volonté qui peut être politique ou pas, et puis il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on est dans des entreprises, finalement, le mode de fonctionnement hiérarchique percute les usages digitaux.
C'est-à-dire qu'en fait, le mode collaboratif, l'instantanéité des outils, la messagerie électronique, la messagerie instantanée, les partages de documents, les partages de données, fait que la personne lambda peut être au courant en même temps que son chef de la même information. Donc en fait, on vit aujourd'hui, c'est vrai, une situation un peu transitoire, mais qui va durer, je pense. Qui va durer. Et donc en fait, il y a des points d'appui qui sont extrêmement forts. D'abord, c'est la maturité. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur la maturité de notre organisation, de son organisation, déjà, il y a un problème. Donc un des premiers éléments de maturité, est-ce qu'il y a des responsables ou pas du sujet nommé ou qu'on veut nommer? Si vous n'avez pas de responsable pour avancer, soit à un niveau gouvernance, soit à un niveau métier, c'est pas la peine. Et moi, mes équipes, elles posent le crayon. On pose le crayon, c'est pas la peine. On va pas travailler. Voilà. En fait, le deuxième élément, c'est, en termes de retour d'expérience, c'est la compréhension du processus métier. Donc on n'est pas là, parce qu'il y a eu souvent des confusions aussi, on n'est pas là pour faire la réingénierie du processus métier en tant que tel. Par contre, on va en fait préciser le processus sur tout ce qui est entrée, sortie de documents ou de données. Voilà. Donc en fait, on vient plus loin, en effet, pour compléter le processus métier tout au long du cycle de vie des documents ou des données. Voilà. C'est un vrai travail, hein. C'est un vrai travail sur papier. Mais là aussi, quand on est dans le domaine digital, dans le domaine numérique, il ne faut pas hésiter à essayer quelque chose et à se tromper. Ça, je le dis. Je le dis par expérience à Orange, où on aurait souvent tendance, comme dans beaucoup d'endroits, à développer des super programmes très longs. Ça ne fonctionne pas dans le digital. Sur des améliorations, sur de l'amélioration digitale, il faut vraiment être très très pragmatique. On prend un bout, on essaye, on regarde ce que ça donne, et s'il faut, on revient en arrière. Il faut assumer de se tromper. Voilà. Je crois qu'il y a une dernière question et après on arrêtera. Monsieur Moufflet, Air Liquide. En fait, là, on est franco-français là en ce moment. Et on est franco-français et on est surtout gros vers petit. Or, moi, je suis petit vers petit. Par exemple, je fais un accord de confidentialité avec un tiers. Je fais un accord de R&D avec 40 personnes. Je fais un accord entre nous et la Corée. Je fais un accord entre nous et le Japon. Comment je fais actuellement pour avoir un document électronique certifié? J'ai posé la question il y a 2 ou 3 ans. On m'a donné une réponse. La vraie question, c'est qu'un petit inventeur, il ne va pas accepter d'entrer dans ce registre certifié. Conclusion, pour l'instant, j'ai le papier que j'archive légalement et j'ai le fichier PDF que j'interroge et je vois. Mais c'est quand même une vraie question pour l'avenir. Voilà, j'attends la réponse. Mais merci pour le témoignage, monsieur. Et je pense que tu voulais réagir par rapport à ça ou moi, je trouve que c'est un excellent témoignage. Mais en fait, oui, c'est effectivement une des difficultés au niveau international. On n'a pas actuellement ni une normalisation, ni une réglementation surtout qui soit unique. Alors, au niveau européen, on essaye de le faire. C'est-à-dire qu'actuellement, la réglementation européenne veut essayer d'avoir une norme, des normes communes et essayer de résoudre qu'est-ce que c'est qu'une signature électronique acceptée au niveau européen. Voilà. Et donc ça commence à venir, mais il est bien évident que la différence de niveau technologique entre la Roumanie, la Pologne, l'Estonie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, et sans parler qu'éventuellement ils ont d'autres priorités. Moi j'avais posé un truc tout bête en France, pourquoi on n'a pas de carte nationale d'identité électronique? Voilà. Alors que ça fait technologiquement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et que l'Estonie en a une. Voilà. Oui, c'est qu'en France, on a une très grande sensibilité à la protection des données à caractère personnel et que ça semble dingue d'avoir à un même endroit centralisé toutes les données personnelles concernant. Il y a eu beaucoup ça quand même. Mais en tout cas, c'est la crainte qui a eu. Sinon, en termes très, très pragmatiques, déjà, je veux dire, on réfléchit aussi beaucoup en termes de faisceau de preuves. Donc, en fait, précisément, grâce à toute l'organisation qu'on a mis en place, toutes les politiques, les procédures, la technologie, les appuis qu'on a pu avoir, les choix, si vous pouvez quand même pouvoir démontrer
la façon dont vous avez traité telle donnée, tel document dans tel contexte, ce sera quand même toujours quelque chose qui aura une certaine, qui constituera déjà un début de réponse à défaut d'harmonisation pour le moment, quoi. Aujourd'hui, les juges, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, les faisceaux de preuves. Bah écoutez, on peut remercier chaleureusement les intervenants pour la qualité de ces interventions. Bravo. Et aussi vous remercier à vous tous pour votre extraordinaire attention sur des sujets qui sont quand même pas super fun, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.